Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences, des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par l'APAG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. Nous avons donc proposé ce café histoire intitulé le manuel scolaire en histoire-géographie. Donc avant de laisser la parole à nos 4 intervenants, juste quelques mots pour présenter très rapidement l'association des professeurs d'histoire-géographie. Donc il s'agit essentiellement d'une association d'intérêt général qui a pour objectif de promouvoir l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'enseignement moral et civique. Donc c'est une association qui propose de nombreuses ressources très riches aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants, donc notamment les textes officiels et pédagogiques, des pistes et des textes en matière de recherche scientifique et pédagogique. L'APAG également organise des rencontres scientifiques et pédagogiques à l'échelle nationale. Donc ce qui est le cas aujourd'hui pour nous pour cette soirée. Et enfin, donc vous connaissez tous sa revue, Historien et géographe, qui permet de faire le point sur les principaux points du programme, finalement, du point de vue scientifique et pédagogique. Donc une revue très pertinente, très intéressante. Donc nous vous invitons à nous soutenir, à soutenir l'APAG en adhérant à l'association, puisque c'est par ce biais que nous pouvons vous proposer assez régulièrement ce type de rencontres scientifiques et pédagogiques, de faire venir des intervenants de tous horizons. Donc il vous suffit tout simplement d'aller sur le site de l'APAG national, apag.fr. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir au Gazette Café 4 intervenants. Donc Sébastien Cotte, qui est professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Joffre à Montpellier, mais qui est également directeur de collection de manuels scolaires aux éditions Nathan. Nous accueillons également Philippe Guizard, IAIPR d'histoire-géographie, et également auteur de manuels scolaires aux éditions Magnard. Pierre Boutan, qui est maître de conférences honoraire en sciences du langage à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier, et qui est aussi président de l'association des Amis de la mémoire pédagogique, auteur également de nombreux ouvrages, dont le dernier, Les leçons du temps colonial dans les manuels scolaires. Et enfin, notre dernier intervenant, Vivien Chaban, qui est professeur d'histoire-géographie et également auteur de manuels scolaires Nathan, pour la collection Nathan. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à nos intervenants et ensuite, il y aura un temps d'échange qui nous permettra de répondre à vos questions ou d'éclaircir certains points qui n'auraient pas été. Donc Sébastien Cotte, je vais vous laisser la parole. Sébastien va rendre compte de l'expérience de la rédaction d'un manuel scolaire, aborder les contraintes et le choix des documents, et surtout l'adaptation du manuel à l'évolution historiographique. Bien, merci beaucoup Dalila, merci à l'APAG. Alors effectivement, je suis très heureux d'être là pour ce premier café histoire. Et je pense que j'espère qu'il y en aura d'autres, et il est important, je pense, il y a des jeunes collègues ici et d'autres d'âges différents. Enfin, je parle surtout aux jeunes collègues, il est important d'adhérer à l'APAG. C'est une vénérable association qui est en train d'être relancée par une équipe très dynamique, dans laquelle j'ai la chance d'avoir quelques amis. Et je pense qu'il le mérite, en tout cas l'investissement
qu'ils y portent méritent toute notre attention et notre bienveillance. Voilà. Alors effectivement, donc, je suis professeur Dalia Lali en classe préparatoire aux grandes écoles et je suis directeur de collection aux éditions Nathan depuis maintenant de très longues années, puisque j'ai d'abord été auteur depuis 2003 et puis à partir des années 2005-2006, on m'a confié la direction de collection, d'abord de collège, puis de lycée. Et donc maintenant, ça fait donc pratiquement 15 ans que je dirige des collections. J'ai vécu plusieurs changements de programme, en lycée au moins 2 fois, et en collège aussi au moins 2 fois. En plus, il se trouve que c'est parfaitement d'actualité, parce que je vais vous le dire, mais le calendrier de travail chez les éditeurs, eh bien, nous sommes en plein dedans. Je suis arrivé rapidement parce que j'ai passé une après-midi extrêmement intense de correction, puisque c'est au mois de mars, les BAT partent chez l'imprimeur le 11 mars, et donc là nous sommes dans des temps extrêmement contraints, et c'est un petit peu fatigant, enfin, c'est la règle du jeu, et je vous l'expliquerai. Alors c'est important effectivement de parler des manuels scolaires, parce que ce sont des choses qui sont d'abord souvent mises en débat dans la société, des polémiques très fréquentes sur le manuel scolaire, accusé d'être le reflet d'un roman national pendant très longtemps, qui ne serait plus de mise, accusé à l'inverse d'être axé sur la repentance, et que les manuels scolaires seraient au service de groupes de pression, de lobbies, de mémoire, et que donc ils sont accusés de faire trop aimer la France, de ne pas faire suffisamment aimer la France. Récemment, c'est l'écriture inclusive qui est arrivée dans les polémiques. Alors nous devons y répondre en permanence. Faut-il la faire? Si on ne la fait pas, nous sommes accusés de ne pas la faire. Si nous la faisons, nous sommes accusés évidemment de la faire. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Attente aussi, il faut bien le dire, et je le dis très tranquillement, attente aussi très contradictoire de la société, mais aussi de l'institution. L'institution scolaire, l'éducation nationale, souvent peut avoir un discours assez hostile au manuel scolaire, en expliquant aux enseignants qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils peuvent construire leurs cours sans cela. Mais en même temps, lorsqu'il y a un changement de programme, eh bien évidemment, on se précipite vers les éditeurs en leur demandant vite de faire des manuels scolaires, vite de s'adapter, parce que des enseignants vont en avoir besoin. Voilà, donc c'est évidemment dans cette contradiction-là que nous devons naviguer. Attente contradictoire aussi de la part de la société. Je le sais, et moi je le vois très nettement, ça fait 15 ans que je le fais, nous voyons tous monter les groupes de pression. Les groupes de pression de mémoire, les groupes de pression liés à des États. Récemment, moi je reçois régulièrement des lettres d'associations qui me disent « mais vous n'avez pas parlé de ceci, mais vous auriez dû parler de cela » ou au contraire « oh là là, vous avez abordé telle notion, il ne faut surtout pas, vous avez utilisé tel terme, c'est scandaleux, moi je ne me reconnais pas dans ce que vous décrivez ». Et puis récemment sont arrivées des lettres d'ambassade, l'ambassade de Russie, l'ambassade d'Ukraine, l'ambassade du Maroc, qui nous disent « oh, on a regardé les cartes que vous avez faites, pourquoi il y a une frontière entre le Sahara occidental et le Maroc ?» Il n'y a pas de frontière puisque le Sahara occidental appartient au Maroc. Ah bon, alors... ah, mais pourquoi il y a une frontière entre la Crimée et la Russie? Parce que non, la Crimée a été annexée. Voilà, toutes ces choses-là, il faut les mesurer, elles existent. Et régulièrement, eh bien, je dois prendre ma plume et je dois expliquer, justifier. Et j'y reviendrai, la meilleure des justifications, c'est le professionnalisme. En fait, je terminerai aussi par la contradiction, ou plus exactement la confusion, plutôt cette fois, qui est souvent faite entre manuel scolaire et programme scolaire. Et ça, j'y insiste, c'est absolument fondamental. Rien n'est plus énervant, et pourtant ça fait donc 15 ans que je le fais, de voir dans le débat public, ça n'est pas écrit dans les manuels scolaires. On n'enseigne plus l'histoire de France, ou on n'enseigne plus X ou Y chose dans les manuels scolaires. Et là, j'ai envie de dire, mais retournez-vous vers les prescripteurs, les concepteurs de programmes. Le manuel scolaire n'est rien d'autre qu'un outil pédagogique au service des enseignants pour la mise en œuvre d'un programme scolaire que nous n'écrivons pas.
Et la première chose que nous devons faire, c'est de respecter du mieux possible le programme qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est une confusion qui évidemment est tout à fait, est souvent un petit peu injuste, hein, parce que nous mettons en musique ce qu'on nous demande de mettre. Et la deuxième chose qu'il faut aussi, qui est très important, c'est quand j'entends des critiques qui disent « Oh là là, le manuel scolaire, alors il n'y a vraiment pas grand-chose dans le manuel scolaire maintenant. Hein. Pour moi, de mon temps, c'était bien mieux. Qu'est-ce qu'ils étaient riches, qu'est-ce qu'ils étaient touffus, etc., etc. Mais on n'apprend plus rien à nos enfants. » Et là, c'est une autre confusion entre le manuel scolaire et le cours de l'enseignant. Qui peut imaginer que l'enseignant utilise le manuel scolaire, alors il l'ouvrirait sur son petit bureau et il le réciterait, il le dirait à ses élèves. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on le sait bien, il suffit d'avoir mis un jour le nez dans une salle de classe pour savoir que c'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent. L'enseignant, souvent, il va picorer dans les manuels scolaires. Il va y récupérer des documents, il va parfois, effectivement, récupérer une problématique. Parfois, c'est vrai, une page entière. Mais en aucun cas, il ne faut confondre le cours de l'enseignant et le contenu du manuel scolaire. Et donc là aussi, hein, ça fait partie des choses qui sont un petit peu récurrentes. Alors, pour venir plus précisément sur l'écriture d'un manuel scolaire, moi, je voulais juste vous apporter un certain nombre d'informations d'abord très précises, et ensuite, effectivement, je répondrai, en tout cas, j'évoquerai rapidement, mais on y reviendra si vous avez des questions, hein, sur la question du rapport scolaire, du rapport entre manuel scolaire et histoire en train de s'écrire, histoire universitaire. Histoire scolaire et histoire universitaire, hein, c'est pas du tout la même chose, et il ne faut pas, évidemment, les confondre. D'abord, comment s'écrit un manuel? D'abord, il faut bien savoir qu'un manuel, c'est une entreprise collective. Il n'y a pas un grand Manitou, en l'occurrence moi, ou les éditions Nathan, ou les éditions Belin, ou les éditions Magnard, qui rédigerait le manuel scolaire. Le manuel scolaire, ça part donc toujours d'un programme. Ce programme, le ministère, il s'impose à nous, et nous devons le mettre en musique. Ces programmes sont plus ou moins directifs, et je dirais même que depuis quelques années, ils sont de plus en plus directifs. Les derniers programmes que je suis en train de mettre en œuvre avec mon équipe d'auteurs et mon équipe éditoriale sont les programmes de lycée qui, par exemple, nous détaillent les thèmes. À l'intérieur des thèmes, nous expliquent les objectifs que l'enseignant doit avoir vus dans le thème et nous impose des exemples, ce qu'ils appellent des points de passage et d'ouverture qui sont obligatoires, en tout cas que nous devons faire figurer dans nos manuels, parce que l'enseignant doit, d'une manière ou d'une autre, les aborder en cours. Donc extrêmement contraint. Alors après, la chance que nous avons, c'est que très souvent les formulations des programmes ne sont pas très très bien faites. Ils sont parfois très vagues, pas très bien écrites, parce que souvent c'est un peu écrit très vite, il faut bien le dire, parce que souvent un programme, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, et c'est le cas de tous les derniers programmes, et ça n'est ni de droite ni de gauche, ça répond à une injonction, une commande ministérielle, et alors il faut se mettre au travail très vite, il faut produire très vite. Alors résultat, ça nous donne parfois des programmes un peu flous. C'est dans ce flou, c'est dans ce vague que parfois nous, on va mettre un peu notre patte et être capable d'orienter ou de mettre l'accent notamment sur les renouvellements historiographiques que nous souhaitons voir, parce qu'il ne faut pas que l'histoire scolaire soit totalement déconnectée de l'histoire universitaire. C'est un enjeu fondamental de connaissance, c'est un enjeu fondamental parce que sinon ça pose la question de à quoi sert l'histoire universitaire si elle n'est pas capable de diffuser vers l'immense majorité, je rappelle que 95% des élèves qui sortiront de lycée n'iront pas faire des études d'histoire. Donc il est quand même bon que pour ces 95%, ils étudient au niveau qui est le leur des programmes et des livres qui soient en rapport avec les évolutions actuelles de la science historique. Donc un manuel, c'est une équipe, il y a un directeur de collection, il y a des auteurs, Vivien est là, il pourra témoigner. Ces auteurs, j'y reviendrai si j'ai des questions, ils sont choisis sur des tas de critères, des critères évidemment d'excellence académique, des critères aussi d'excellence pédagogique, ce sont souvent des gens qui sont investis dans des actions de formation, quasiment systématiquement. Je les choisis aussi dans tous les niveaux, il y a des professeurs de collège, des professeurs de lycée, des professeurs de classe préparatoire, des professeurs d'université qui acceptent de venir jouer le jeu de cette écriture. Ensuite,
c'est une équipe éditoriale. Et là, j'y insiste parce qu'une équipe éditoriale, ça veut dire que ce sont des gens qui fabriquent le livre. Et c'est très important parce qu'on verra un livre, et je vois ici des gens qui ont déjà écrit, la première chose que va vous dire un éditeur, c'est le nombre de signes auxquels vous avez droit. Alors évidemment, tout le monde, et même pour un article universitaire, de 50 000, 60 000, 100 000 signes, à un moment donné, tout auteur se dit « Ah, c'est vraiment trop court. J'aurais vraiment voulu pouvoir développer davantage. » Ben non, mais l'éditeur, il est là pour dire « Ben non, hein, il faut qu'il y ait un format, il faut que ça puisse être lu, il faut que ça puisse, que ce ne soit pas trop lourd, il faut que ce ne soit pas trop volumineux, etc. » Cette équipe éditoriale, donc c'est souvent une éditrice ou un éditeur qui est là au quotidien avec moi et qui travaille en relation directe avec les auteurs, elle est fondamentale. C'est la cheville ouvrière. Sans elle, je ne pourrais rien faire. Je dis elle, parce que chez Nathan, c'est très féminin comme milieu de monde de l'édition scolaire, et chez Nathan, c'est particulièrement le cas. Et donc, c'est très. Voilà. Et donc, elles vont me dire les plannings, gérer les plannings, gérer les relances, et surtout gérer les relations avec les autres métiers. Parce qu'il y a les auteurs qui écrivent, il y a moi qui écris et qui redis, et puis il y a les maquettistes, ceux qui vont mettre l'ouvrage en musique d'un point de vue de la maquette, parce qu'il faut qu'un livre soit attrayant, il faut qu'il donne envie, il faut qu'il soit agréable à prendre, à regarder, il faut que les images, parce qu'aujourd'hui le travail sur document, on en parlera, est fondamental, et notamment sur l'iconographie, soient visibles, que l'on puisse travailler dessus. Aujourd'hui, il y a aussi toute la question de l'équipe numérique. Tous nos manuels sont déclinables de manière numérique, avec de la vidéo, avec de l'audio, avec des podcasts, etc. Et ça, il faut bien le coordonner avec l'écriture du livre papier, parce qu'il faut que nous puissions nous assurer de la fiabilité de tout ce qu'on va mettre, etc. Et de la relation entre le numérique et le papier. Vous avez aussi, c'est très important, le travail de quelqu'un que on ne sait pas souvent que ça existe. Ce sont des métiers qui sont très intéressants. C'est le métier d'iconographe. Chez Nathan, nous avons, chaque manuel a une iconographe dédiée. C'est quelqu'un dont le métier est d'aller trouver les images. Parce que c'est bien beau de taper sur... On se dit, oh, ouais, je vais faire une petite recherche Google. Une petite recherche Google sur... je vais prendre un exemple, bien en tête, parce que je l'ai fait cet après-midi, sur le débarquement de Normandie. Voilà. Alors je fais une petite recherche Google, c'est très bien, hop, et puis j'ai des images, et je dis à mon directeur de collection, ben moi je voudrais cette image-là. Ah oui, mais attendez, quelle est la source? Et surtout, qui a les droits de cette image? À qui on doit s'adresser pour l'avoir? Et pas pour l'avoir en qualité Google qu'on ne peut pas mettre dans un livre, il faut l'avoir ce qu'on appelle en haute définition. Donc il faut aller les chercher. Donc il faut être en relation avec des bibliothèques, avec des musées, avec des archivistes, avec des banques d'images, etc. Donc c'est tout un travail qui est tout à fait fondamental. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est aussi la cartographie. Cartographie, un ouvrage d'histoire, ce sont des cartes, ce sont des frises, ce sont des schémas, et ça c'est des métiers. Ce sont des métiers, ce sont des gens... toutes les cartes que vous lisez dans Le Monde, dans Courrier International, etc., elles sont faites par des professionnels, elles ne sont pas faites par le journaliste. Et nous c'est pareil, on doit avoir recours à des gens dont c'est le métier. Et tout ce petit monde doit travailler ensemble et de manière coordonnée pour arriver à produire, en gros entre le mois de septembre et le mois de mars, puisque là je vous dis qu'on va terminer au mois de mars, terminer le livre, pour ensuite qu'il soit dans les salles des professeurs au mois de mai. Alors, je vais terminer pour ne pas être trop long sur la question de l'historiographie. Et après, s'il y a une question, évidemment, je pourrais développer sur plein de points. Je pense fondamentalement que le manuel d'histoire n'est pas le lieu du débat historiographique, de la controverse historiographique. La controverse historiographique, elle existe, elle est féconde et elle est nécessaire. L'histoire est une science sociale, une science qui débat, une science qui progresse. Le manuel scolaire s'adresse à des élèves, parce que je rappelle que le manuel, c'est un peu de la particularité, je n'ai peut-être pas assez dit, c'est que c'est un objet très hybride. C'est un objet qui est conçu pour les élèves, mais qui est choisi par les enseignants. Vous voyez, c'est toujours un peu particulier. Souvent, quand on achète quelque chose, on achète pour soi. Et là, c'est pas exactement la même chose. Donc, il faut avoir ces deux choses-là en tête. Et donc, effectivement, les élèves, un élève de 3e, un élève de 4e et même un élève de terminale, pour avoir accès à la controverse historiographique, il faut quand même avoir un sacré niveau en histoire. Donc pour moi, le manuel n'est pas le lieu de la controverse historiographique. En revanche, le manuel peut tout à fait être le lieu où l'on va
instiller progressivement les renouvellements de la science historique. Je vais donner 2-3 exemples. L'histoire, par exemple, l'histoire des femmes était absente des manuels scolaires jusqu'aux années 1980. Lorsque Georges Duby, Michel Perrault et tant d'autres que j'oublie ont développé en France, mais pas seulement, cette histoire des femmes, progressivement, c'est arrivé dans les manuels scolaires. L'histoire, par exemple, de la colonisation, et en particulier, pas une colonisation vue d'en haut, mais l'histoire vue d'en bas, l'histoire vue par les colonisés, essayer de leur donner la parole. Ça, c'est des choses aussi assez récentes, et qui, aujourd'hui, dans les manuels, trouvent leur place. La même chose pour, on pourrait dire, sur l'histoire du genre, et plus récemment, par exemple, l'histoire environnementale. Parce que vous le savez, l'histoire, comme le dit un grand historien, l'histoire s'écrit au présent. C'est-à-dire que nous faisons des recherches parce que nous sommes interrogés dans notre quotidien par un certain nombre de choses. L'histoire environnementale n'existait quasiment pas dans les années 70-80. On peut rendre hommage à Emmanuel Leroy-Ladurie d'avoir été un grand pionnier. Mais globalement, et compte tenu de ce que nous vivons tous depuis 10 ou 15 ans, l'histoire environnementale est extrêmement dynamique. Et bien aujourd'hui, dans les manuels scolaires, moi j'ai conçu l'an dernier des pages sur la mondialisation des épidémies suite à la conquête de l'Amérique par les Espagnols et par les Portugais. Cette année, je conçois des doubles pages sur l'histoire environnementale, sur l'histoire des catastrophes. Voilà. Parce que bien évidemment, ça fait partie. Voilà. Donc là, on peut effectivement mettre dans le manuel scolaire des renouvellements. Et enfin, je terminerai en disant que ce qui me tient surtout à cœur, moi, dans un manuel, c'est pas donc tellement la controverse. C'est de faire saisir à un élève ce que c'est que la démarche historique. Moi, j'ai conçu des pages dans tous mes livres depuis maintenant 15 ans qui elles se sont appelées l'histoire par les sources, l'histoire en question. C'est ça. Là, c'est essayer de confronter l'élève à la démarche historique. On a une source, qu'est-ce qu'on en fait? On la confronte à d'autres sources, et on essaye d'avoir un discours. C'est-à-dire, et je pense que c'est fondamental parce que ça explique aussi la démarche absolument civique qui est celle de l'histoire. Et le rôle central qu'aujourd'hui l'histoire a dans notre société, c'est qu'elle est là pour administrer des preuves. L'histoire administre des preuves. À l'époque aujourd'hui des fake news, à l'époque de tout ce que nous entendons, je pense que la démarche historique, elle est absolument fondamentale. Et moi, mon objectif comme directeur de collection, c'est de faire passer ça. Et de faire passer que l'histoire ait des démarches d'investigation, mais d'administration de la preuve. Et ça peut se faire par des types d'exercices, ça peut se faire par des pages dédiées. Et enfin, plus récemment, j'ai mis en place en collège, et cette année, et l'an dernier en lycée, et en terminale l'année prochaine, des pages que j'ai appelées passé-présent. Les pages passé-présent, c'est des pages pour que les enseignants, d'abord, expliquent à quoi ça sert l'histoire. Voilà, c'est une question qu'on nous pose toujours. À quoi ça sert? Je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas d'histoire, on est aveugle, ou de géographie, ou de biologie, c'est pas la question, mais on est aveugle au présent. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent se comprendre que par l'histoire. Et donc il faut faire dialoguer ce passé et ce présent. Et donc ce sont des pages qui sont assez novatrices, enfin que je prends beaucoup de plaisir à faire à mes auteurs. On part d'un problème présent, et on essaye de remonter dans le temps, voilà, pour essayer de comprendre d'où ça vient et comment est-ce que ça s'est construit. Voilà. Et donc moi je crois beaucoup plus à ça comme vocation du manuel scolaire, de faire comprendre des mécanismes, de faire comprendre à quoi sert l'histoire à des jeunes gens, à permettre à des enseignants d'avoir des pages pour s'appuyer et le développer, plutôt qu'à cette idée que le manuel serait un lieu de controverse historiographique. Voilà, j'ai sans doute été trop long et je m'en excuse, mais bon, voilà, je pourrais répondre à d'autres questions. Merci beaucoup Sébastien. Donc je vais laisser la parole à Vivien Chaban, qui est, comme je le disais, professeur d'histoire-géographie, mais surtout auteur de manuels scolaires pour la collection Nathan, pour aborder justement sa pratique en tant qu'auteur. Bien. Alors, bonjour à tous. Alors, mon idée aujourd'hui, c'était un petit peu de vous faire un retour d'expérience sur ce nouveau rôle, en tout cas moi, dans ma pratique professionnelle, d'être auteur manuel scolaire, parce que j'ai commencé l'an dernier, il y en a qui font ça depuis des dizaines d'années, Philippe Guizard vous en parlera tout à l'heure. Voilà, pour moi c'est nouveau, j'ai commencé l'an dernier avec le programme de première, donc l'idée c'était de vous faire un petit retour d'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait
partie de l'équipe de 11 auteurs, parce que c'est une grosse équipe, pour le manuel de première, donc, que les élèves ont dans leurs mains cette année en tronc commun, en tout cas pour ceux, pour l'établissement qui ont choisi cette édition. Et donc un programme de première, donc vous voyez l'intitulé Nation, Empire, Nationalité de 89 au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et donc moi je me suis juste occupé d'un de ces chapitres dans le thème 3, et donc moi je devais traiter la mise en œuvre du projet républicain 1870-1914, une question que je trouvais particulièrement intéressante, alors que je n'ai pas choisie, parce que je reviendrai après sur la question du choix, mais une question que je n'ai pas choisie, mais particulièrement intéressante parce que justement cette histoire politique de la Troisième République, elle est importante pour comprendre aussi le monde d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, et elle était un petit peu en marge des programmes scolaires jusqu'à présent, donc ça c'était une chose intéressante. Et donc dans ce programme, l'objectif c'était montrer la manière dont le régime républicain se mettait en place, s'enracinait et rencontrait des oppositions. Mais pour faire cela, eh bien, il faut faire beaucoup de compromis. Donc moi, l'objet de ma présence ici, c'est de vous montrer qu'au bout du compte, être auteur, c'est être au milieu de dynamique, de tension entre 4 éléments majeurs que je vous présente ainsi. D'abord le respect des programmes, dans un premier temps, donc lorsqu'ils changent, forcément, je reviendrai sur le fond des programmes. Deuxième dynamique, la transmission des derniers acquis de la recherche, même si on ne met pas en lumière les débats historiographiques, on essaye d'instiller, comme a dit Sébastien, les derniers acquis de la recherche. Troisième élément, une dimension pédagogique et didactique, parce qu'au bout du compte, à la fin, dès le départ, ces manuels scolaires doivent être faits pour les élèves, même si ce sont les enseignants qui les choisissent. Et puis enfin, les contraintes éditoriales. Il parlait du nombre de caractères, Sébastien, mais il n'y a pas que ça. Juste pour ce retour d'expérience, je voulais vous proposer un petit peu les grandes étapes d'élaboration d'un chapitre, tel que je les ai vécus. Avec une première étape dont parlait Sébastien, qui était un travail en équipe, sur lequel je reviendrai dans un instant. Ensuite, un temps 2, qui était un travail plutôt individuel, où on est avec ses documents, ses livres, son chapitre. Et puis, un troisième temps, avec de nombreux regards croisés. Alors, prenons ces temps les uns après les autres. La question du travail en équipe, avec 2 aspects principaux, configurer l'arc, alors en langage éditorial, moi je ne suis pas bon, donc ça s'appelle pas architecture du manuel, mais bon, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire décider à la fois de la maquette, mais aussi des approches didactiques qui vont être privilégiées dans la conception de ce manuel et qui vont distinguer ce manuel des manuels des autres éditeurs, parce que à la fin, le but, c'est quand même de le vendre, quand même, le manuel. Il ne faut pas l'oublier. Bon, Philippe en parlera tout à l'heure, j'imagine. Voilà, donc l'architecture du manuel. Donc ça, c'était des réunions où... alors ça, je ne m'y attendais pas. Moi, je pensais que en venant être auteur comme ça de manuel, quand Sébastien m'a gentiment invité pour faire partie de l'équipe, je pensais qu'on allait me donner un cahier des charges, et puis en voiture Simone, c'est parti. En fait, non, on a été associé à cette... conception du manuel, et puis également de nombreuses discussions concernant le chapitrage, l'organisation des chapitres, et puis à l'intérieur également de chaque chapitre. Donc c'est un temps de discussion, de reconstruction, où 2 acteurs jouent quand même un rôle majeur, à savoir le directeur de collection, Sébastien Cotte, à côté de moi, et puis effectivement les éditrices, donc au féminin, ils en parlaient, qui elles, leur métier, c'est de faire le livre, donc évidemment elles donnent aussi leur regard, et c'est eux, in fine, qui tranchent, bien évidemment, sur le... Voilà, mais en tout cas, c'est assez collaboratif, et il faut faire des choix, déjà, et par exemple, dans mon programme, dans ma partie
partie de programme. Alors, vous allez me dire, bon, c'est juste un mot, mais parfois les mots sont importants pour être précis historiquement. Le programme parle par exemple dans mon chapitre de la personne de Louise Michel, et le programme comme point de passage, vous savez, donc les exemples dont Sébastien parlait, comme point de passage propose Louise Michel l'étude de Louise Michel pendant la Commune de Paris. Le petit problème, c'est que si on se fie au dernier renouvellement historiographique, ce que l'on connaît de Louise Michel pendant la Commune de Paris, c'est assez peu. Donc l'idée, c'était plutôt de travailler sur la figure de Louise Michel, et donc ce point de passage et d'ouverture, le choix éditorial qui a été fait dans ce manuel, ça a été de travailler sur Louise Michel et la Commune de Paris, et la manière dont la figure de Louise Michel a été utilisée, soit pour mettre en valeur l'expérience de la Commune de Paris, ou au contraire la critiquer, puisque c'était un événement qui a fait débat dès le lendemain de la Commune de Paris, à la fin de l'année 1871. Deuxième temps, donc une fois qu'on a le chapitrage, tout ça, le cahier des charges, etc., le travail individuel, donc là on se plonge dans ce sujet à traiter, un sujet dont on n'est pas forcément spécialiste au départ, puisque, alors ça c'est Sébastien qui attribue les chapitres à chacun, mais voilà, moi j'étais pas du tout spécialiste de cette question des débuts de la Troisième République, même si à la fac à un moment donné j'avais fait un petit peu une UV d'histoire militaire sur justement la Troisième République, mais bon, c'était juste sur le domaine militaire, et c'était pas grand chose. Voilà, moi j'ai fait une maîtrise en histoire antique, voilà, j'ai fait une licence d'histoire de l'art, je travaille au service éducatif du musée Fabre, je suis plutôt spécialiste d'histoire de l'art, etc. Et puis voilà, donc il faut s'imprégner de ces éléments-là. Alors, donc on s'y imprègne, on va dans les livres, on va dans les archives. On va parfois dans les musées pour essayer de trouver des beaux documents, parce que ce qui fait une des caractéristiques, parce qu'on est là pour faire un peu de pub aussi, du manuel Nathan, c'est parce que souvent il y a des beaux documents quand même. Et donc, on essaie de trouver des beaux documents. Donc par exemple, pour moi, ce qui me concerne, je me suis imprégné du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, donc celui à côté du Stade de France, où il y a toute une collection justement importante sur la Commune de Paris. On va dans les archives, qui en plus, aujourd'hui, quand on est provincial, comme moi je suis montpelliérain, c'est un bonheur d'avoir en main de manière immédiate des archives numériques avec les sites Gallica, etc., de la BNF, les archives de la BNF qui sont disponibles en ligne dans une qualité énorme, etc. Donc vous vous imprégnez, voilà, de tout ça, des archives. Donc bien sûr vous commencez par les manuels généraux, Doc Photo, bien sûr ça a été ma première lecture, et puis ensuite petit à petit on va dans les ouvrages spécialisés, et puis dans les sources. Alors je reviendrai sur la diversité des sources ensuite. Alors pour commencer à écrire, chacun a sa méthode. Parmi les auteurs, il y en a qui commencent par les pages documents. Moi j'ai commencé par les pages courtes, parce que je trouvais que c'était plus logique d'une fois qu'on a le sujet en tête, voilà, ça y est, après on passe au récit. Et puis une fois qu'on a dressé le récit, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut travailler les étapes de ce récit avec les pages documents. Enfin, c'était ma philosophie, il y en a qui fonctionnent dans l'autre sens. Sous une forme accessible aux élèves. Et c'est là qu'on rencontre un des premiers problèmes, à savoir que il y a des tensions entre, d'un côté, ce que vous avez envie d'écrire pour être précis historiquement, et puis les mots que vous allez employer pour être compréhensible pour les élèves. Et donc là, forcément, vous êtes obligé de passer par des étapes de simplification, parce que comme vous n'avez pas un nombre de caractères illimité non plus, la complexité d'un phénomène, d'une idée, il faut le réduire en quelques phrases, et puis en réduisant quelques phrases, au fond de vous rendez compte que ce que vous écrivez devient imprécis. Et donc, voilà, il faut faire des choix, et on réfléchit beaucoup sur chaque mot, et ça c'est très dur à faire. C'est très dur à faire. Donc une fois que j'ai écrit mon récit, on fait la recherche documentaire pour même si j'avais mis plein de post-it dans des livres auparavant, etc. Là, pour le coup, on se plonge vraiment dans les pages documents.
et où on vérifie et revérifie les sources, parce qu'il faut vraiment être rigoureux de ce côté-là. Et puis, il faut aussi avoir conscience que c'est pour ça qu'on vérifie tout, et y compris le poids des mots, etc. C'est parce qu'il y a un enjeu scientifique, mais aussi citoyen. Donc, par exemple, moi, cette année, là, pour le futur manuel de terminale, là, je travaille sur, notamment comme thématique, la question de la guerre d'Algérie. Je peux vous dire que je fais très attention à ça, parce que sinon, je sais que Sébastien, il va se faire taper dessus. Il va recevoir des courriers. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment que... On sait que derrière ces manuels d'histoire, il y a un enjeu citoyen fort, selon les sujets que vous abordez, plutôt plus que moins, mais il est toujours là. Ces choix doivent aussi répondre à des enjeux didactiques, bien évidemment, sans oublier la dimension numérique. Ensuite, une fois que vous avez écrit votre chapitre, en complète autonomie, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne chez Nathan, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, là vous rendez votre manuscrit, votre premier manuscrit, votre première version, et puis là il y a plusieurs regards qui vont se poser dessus, et ça va être l'occasion de discussions, de relectures multiples, de discussions, évidemment avec Sébastien, qui va être on va dire la caution scientifique, parce que de ce qui est écrit, et qui va corriger certains éléments, etc. Mais aussi des éditrices qui vont apporter également leur regard en tant que fabricants de livres. Mais puis, alors je ne vais pas énumérer tous les métiers, mais voilà, il y a aussi le rôle de l'iconographe, pour essayer de... Voilà, on aimerait bien trouver, par exemple, il y a une image qu'on aimerait bien trouver, un type d'image qu'on aimerait bien trouver, et puis on n'arrive pas à la... qu'on va mettre en place, voilà, au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut faire aux élèves, parce que le but, c'est pas juste de traiter des sujets, c'est aussi de leur faire acquérir des compétences ou des capacités, ou des méthodes, vous les appellerez comme vous voulez. Et puis, évidemment, sur les contraintes éditoriales, parce que des fois, vous voulez mettre des très beaux documents, mais ça rentre pas dans la maquette. Alors, petit exemple, moi, deux tableaux dont je suis tombé amoureux en allant visiter le petit musée dont je vous parlais tout à l'heure, le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, deux tableaux qui présentent la figure de Louise Michel. On les voit pas bien là, malheureusement, c'est dommage. Donc je vous invite, si jamais vous allez à Paris, à aller dans ce petit musée et aller les rencontrer. Ces deux tableaux, donc, qui fonctionnent en regard l'un de l'autre, avec d'un côté l'arrestation de Louise Michel, qui est représentée un petit peu comme une icône religieuse, éclairée par le peintre a voulu la mettre en valeur, la mettre en lumière, et puis de l'autre, Louise Michel, arrêté cette fois-ci en prison à Satori, et qui va haranguer les communards, continuer à véhiculer ses idées, son sentiment de révolte contre la société. Voilà. Et moi je trouvais que ces tableaux-là, il était impossible de les mettre tous les deux, d'en choisir un seul, et puis j'ai pas réussi à imposer mon choix. Bon, tant pis, mais alors je l'ai quand même mis, c'est l'avantage du numérique, si je l'ai quand même mis dans le manuel numérique, voilà, et donc du coup les élèves peuvent aller le voir dans le manuel numérique, voilà, mais ça rentrait pas dans la maquette. C'est anecdotique, voilà, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu les contraintes. Donc voilà, donc être auteur de manuel scolaire, au bout du compte, c'est l'art de faire des compromis. C'est aussi de plus en plus réfléchir à des contenus numériques. Ça prend de plus en plus de temps, parce que voilà, il faut vraiment prévoir cette dimension-là. Et surtout, c'est surtout passionnant de penser un manuel pour les élèves et pour donner envie de faire de l'histoire. Et alors, c'est pas juste pour étudier de l'histoire, c'est plus pour faire de l'histoire. Moi, j'aime beaucoup les pages là. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser les pages dont parlait Sébastien, comme par exemple de la source à l'histoire, ou bien encore d'hier à aujourd'hui, les pages passé-présent. Voilà, où ça donne sens à la fois sur la
méthodologie, la manière dont on construit l'histoire, dont on construit le récit historique d'un côté, ou bien alors comment est-ce qu'une question historique du passé, la Troisième République, qui a l'air lointaine, eh bien, peut faire écho dans le présent. Par exemple, là, pour le coup, sur la question des débuts de la Troisième République, c'était la place des femmes en politique. Et donc, c'est important que ces manuels-là explorent cette dimension. Et malheureusement, alors tout à l'heure, je vais conclure là-dessus, hein. Et malheureusement, dans l'opinion publique, quand les programmes sortent et les manuels sortent, la principale critique qui est faite, elle est faite sur le contenu, à savoir sur les sujets qui sont traités, les thèmes abordés. Et très peu sur la manière dont c'est abordé, alors que c'est ça qui est fondamental. Et d'ailleurs, quand on regarde comment sont construits les programmes scolaires, les derniers en particulier, il est question d'un catalogue. Un catalogue de choses à étudier, un catalogue de plus en plus contraint, voilà, et de manière très dense. Et qui empêche toute liberté, excusez-moi Monsieur Guizard, vous êtes le représentant de l'institution, mais je vais quand même faire une petite critique, qui empêche une grande liberté à la fois aux concepteurs de manuels, parce qu'au bout du compte, on sait très bien que si l'enseignant il a très peu de temps pour étudier une thématique, eh bien, il pourra assez peu utiliser ces pages de manuels qui invitent à une réflexion, une démarche, etc. d'un côté, et puis pour l'enseignant en classe, qui aura très peu de temps pour travailler sur ses capacités, démarches, etc. Et donc, moi je voudrais juste conclure là-dessus, c'est-à-dire qu'au bout du compte, le plus important, et là je ne vous parlais pas en tant qu'auteur, mais en tant que prof d'histoire, moi je trouve que le plus important, au-delà du nombre de sujets traités, c'est pas grave si on n'en traite pas un ou deux, le plus important c'est que on exerce les élèves à une démarche, à des méthodes, et c'est ces démarches, ces méthodes qui vont ensuite pouvoir réinvestir plus tard dans leur vie de citoyen, dans leur vie professionnelle ou autre, plus que ce qu'ils auront appris tout court sur un sujet donné. Merci beaucoup Vivien de toutes ces précisions. Donc je vais laisser la parole à Philippe Guizard, donc, qui va présenter les manuels scolaires comme, alors je le cite, des objets pédagogiques non identifiés, ce qui nous permettra d'aborder tous les paradoxes du manuel scolaire, en se questionnant sur le changement pédagogique, l'usage réel finalement qu'en font les élèves, les enseignants, à l'ère du numérique notamment. Merci Dalila. Alors oui, effectivement, je vais parler des OPNI. Je voudrais soulever, d'abord je voudrais dire que je vais plutôt me placer du point de vue du pédagogue, de l'inspecteur pédagogique, et regarder le manuel, la façon dont il est utilisé dans les classes. Et à mon sens, ça pose un certain nombre de problèmes, de difficultés. Mais avant d'aborder ces difficultés-là, je voudrais dire que globalement, je trouve qu'en France, les manuels scolaires sont de très bonne qualité. Ce sont vraiment de beaux outils, de beaux objets, faits avec rigueur, très agréables à regarder, très agréables à lire, très bien illustrés, faits avec rigueur. Et donc je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, je crois qu'il faut garder en tête, c'est que les manuels scolaires sont des objets commerciaux. Ce sont à la fois des objets pédagogiques, certainement, ils sont utilisés dans les classes, mais ce sont, je ne sais pas s'il faut dire d'abord, en tout cas aussi des objets commerciaux, c'est-à-dire faits, fabriqués par des entreprises privées dont l'objectif est de dégager du profit. Et donc l'objectif de ces maisons d'édition, c'est de vendre un grand nombre de manuels. Il faut bien... Alors, et je vous rappelle qu'en France, depuis Jules Ferry, il n'y a pas de contrôle, en tout cas pas de contrôle officiel, sur les manuels scolaires. Il n'y a pas d'organisme étatique chargé de surveiller le contenu des manuels. Les manuels sont écrits librement et à charge pour les professeurs de choisir ou de ne pas les choisir en fonction de leur qualité. Donc c'est, à mon sens, très important de garder ces deux idées en tête, des objets de bonne qualité, mais des objets commerciaux. Alors, je vous propose de faire un petit voyage de quelques problèmes que moi je repère en tant qu'inspecteur concernant ces manuels. Premier problème, c'est que, de moins en moins certes, mais encore dans l'esprit de beaucoup de collègues, le manuel c'est le programme. Or, ce n'est absolument pas le programme. Le programme c'est un document officiel qui demande aux professeurs d'aborder un certain nombre de thématiques en classe,
parfois qui donnent des indications dans la façon de les traiter, parfois donnent des indications dans l'ordre dans lequel ils doivent les faire, mais globalement, les programmes laissent finalement beaucoup de liberté, et ce ne sont pas les manuels qui constituent les programmes. Le manuel est un objet commercial, il peut d'ailleurs y ajouter des éléments qui ne sont pas dans les programmes, plus rarement en retrancher, c'est même quasi jamais qu'on peut observer ça, mais en tout cas, y ajouter des éléments. Et ce dont on s'aperçoit souvent, aujourd'hui je vois pratiquement plus de professeurs qui me disent « Ah mais quand je les interroge, je dis « Mais pourquoi vous avez traité cette question ?»« Ah c'est dans les manuels. » Les collègues savent que c'est pas la bonne réponse, donc ils ne le disent plus. Et en revanche, comment dire, ce qu'on sait très bien, je crois que moi j'ai été enseignant aussi, hein, ce qu'on sait très bien, c'est que les professeurs, avant de commencer un cours, ils commencent par regarder un peu tous les manuels et construisent le cours en fonction de ce qu'ils ont vu un peu dans tous les manuels. Et donc le manuel a un peu tendance quand même à dire ce qu'il faut traiter, à jouer un peu le rôle du programme. Et ça, à mon sens, c'est une difficulté. Deuxième difficulté que l'on peut pointer, c'est que le manuel a une fonction finalement en termes de pédagogie assez normative. C'est-à-dire que certes les manuels sont faits par des professeurs et qui font ça très rigoureusement et qui, je dirais, apportent leur pratique de terrain, donc les manuels scolaires ne sont pas déconnectés, bien sûr, de ce qui se fait dans les classes. Mais en même temps, comme ils sont vendus, comme ils sont édités, comme sur la jaquette apparaît le nom de tous les auteurs avec leurs titres universitaires, de professeurs de classe préparatoire, de professeurs de lycée ou de collège selon le cas, ils ont une certaine autorité pédagogique. Et donc, du coup, pour les professeurs, ce que dit le manuel en termes de pédagogie, c'est assez important, assez normatif et on s'en inspire beaucoup. Alors, j'aurais tendance à dire plus que ce que peut dire l'inspecteur. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez qu'à partir des années 80-90, dans les manuels scolaires, est apparue l'idée qu'il fallait que les professeurs en histoire-géographie utilisent beaucoup les documents, s'appuient sur les documents, d'abord parce que c'est ce qui est fait dans la discipline scientifique, enfin du côté scientifique, mais aussi parce qu'il fallait impliquer davantage les élèves, pas seulement qu'ils soient auditeurs de ce que peut dire le professeur. Bon, pour des tas de raisons, le document s'est imposé. Quand on regarde aujourd'hui dans les manuels scolaires, comment le document est utilisé, il est proposé au professeur, accompagné de questions, et souvent la plupart de ces questions invitent à un prélèvement d'informations dans les documents. Or nous ne disons pas ça du côté de l'inspection. Du côté de l'inspection, on dit arrêtez de faire prélever de l'information dans les documents aux élèves comme unique activité en classe. D'abord parce que c'est une activité de basse intensité intellectuelle, d'accord, et qu'ensuite, ce qui est intéressant, c'est de confronter les documents, à partir de documents, de dégager des arguments, des réponses organisées, vous voyez, des choses comme ça. N'empêche que, pour les manuels scolaires, c'est très difficile de sortir de cette logique-là. Les manuels scolaires continuent à proposer beaucoup de documents avec des questions qui invitent pour la plupart à prélever de l'information, parce que c'est une façon de dire aux professeurs, vous voyez, on vous propose une activité avec ce document. Et donc il y a quelque part un argument de vente. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, il y a une fonction normative en matière de pédagogie. On dit un peu au professeur ce qu'il peut faire avec le document, qui n'est pas forcément ce que nous on souhaite dans les classes et ce qui est peut-être le plus intéressant et le plus enrichissant pour les élèves. Troisième problème que posent les manuels, j'en visite quelques-uns, troisième problème, c'est que souvent les manuels scolaires ont une vision quand même très maximaliste du programme. C'est normal, ce sont des objets commerciaux. Donc la maison d'édition, elle doit vendre son manuel à un professeur si je prends le lycée, d'un beau lycée parisien, mais aussi d'un lycée de Quimper, d'un quartier ZEP d'une grande ville, d'un quartier rural. Donc il faut qu'elle, si vous me permettez l'expression, la maison d'édition, elle doit ratisser large. Elle doit pouvoir vendre son manuel à un nombre très important de professeurs qui enseignent dans des configurations très très différentes. Donc elle va avoir un traitement assez maximaliste du programme, où elle aborde tous les points du programme de façon assez large, d'accord ? Or, le paradoxe, c'est que beaucoup de professeurs dans la salle, vous savez, les professeurs courent après le temps,
D'accord ? Et nous, du côté de l'inspection, on dit surtout on ne traite pas le programme de façon maximaliste. On choisit dans le programme par rapport à son projet. Et donc vous voyez, là, il y a une contradiction un peu entre ce qui est proposé dans les manuels et ce que nous, on invite plutôt à faire dans les classes, et aussi en contradiction avec la difficulté que vivent les professeurs en matière de gestion du temps. J'illustre ça par un petit exemple. Vous savez que dans les... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, il y a donc des nouveaux programmes de lycée. Ces programmes de lycée en histoire proposent pour chaque chapitre des points de passage et d'ouverture. Ces points de passage et d'ouverture, disent les programmes, c'est une façon de... Ce sont des points de passage obligatoires, mais pour traiter les différents thèmes du chapitre, mais le professeur s'en saisit comme il le veut. Ça peut être l'introduction pour traiter ce thème, ça peut être en conclusion pour ouvrir, ça peut être en illustration au fur et à mesure, etc. Vous avez un chapitre de la classe de première qui porte sur les grandes phases de la Première Guerre mondiale, les grandes étapes de la Première Guerre mondiale. 4 points de passage et d'ouverture sont proposés. La bataille de la Marne et Tannenberg, l'extension du conflit au détroit des Dardanelles, la bataille de la Somme, les dernières offensives de printemps de l'armée allemande en mars 1918. D'accord ? Dans les manuels scolaires, il est hors de question de faire l'impasse sur un de ces 4 points de passage et d'ouverture. C'est pas possible. Il faut que le professeur, quel qu'il soit en France, quel que soit son établissement, puisse trouver dans le manuel le point de passage et d'ouverture, sur lequel il va, en principe, il va travailler les 4, mais vous voyez, il a besoin de voir les 4, ce qui va être dit et fait. Nous, en tant qu'inspection pédagogique, on dit le contraire. On dit, en fonction de votre projet pédagogique, il y a des points de passage et d'ouverture que vous évoquerez en quelques minutes, et d'autres auxquels vous allez peut-être consacrer 1 heure. Je vous donne un exemple. Si sur ces points de passage et d'ouverture se rapportant à la Première Guerre mondiale, votre projet pédagogique, c'est de montrer aux élèves comment la Première Guerre a une dimension mondiale, c'est intéressant de traiter la bataille de la Somme. Les Britanniques font appel à tout leur empire. C'est intéressant de traiter les Dardanelles. C'est l'extension du conflit, finalement, au Moyen-Orient. Mais la bataille de la Marne, dans la logique de la guerre mondiale, et l'offensive allemande de mars 18, dans la logique de la guerre mondiale, c'est absolument pas intéressant. Donc ça doit faire l'objet d'un traitement en classe de 2-3 minutes. Et donc vous voyez comment le professeur là va devoir être mis un petit peu en tension entre ce que lui dit le manuel, qui lui a tendance à évidemment ne négliger aucun point, à le traiter de façon un peu large, et puis la course contre le temps et ce que nous on peut dire et ce qu'on peut encourager à faire autour des projets pédagogiques du professeur. Autre problème que je voudrais évoquer avec vous, dès que j'ai remis mes lunettes, c'est celui de la question, la question de l'innovation pédagogique. Les manuels scolaires sont donc des objets commerciaux. Donc le manuel scolaire ne va pas prendre de risques. Il ne va pas prendre de risques. Il mesure à peu près ce qui se fait dans les classes. Il mesure éventuellement là où il peut insuffler un peu d'innovation dans le manuel, mais pas trop. Parce que s'il se lance dans quelque chose de vraiment un peu original, un peu bouleversant les habitudes des professeurs, il n'en vendra pas. Il n'en vendra pas. Et je vous dirai un mot tout à l'heure sur la façon dont les manuels sont choisis. Et donc, il n'en vendra pas. Donc, les manuels ont tendance à être, vous voyez, soit assez conformes aux pratiques habituelles, usuelles de classe, soit très très peu dans l'innovation. Je vous donne un petit exemple très clair. Moi, j'ai à un moment dirigé une collection de manuels collège. C'est au début des années 2000. L'étude de cas en géographie existait au lycée. Et j'ai proposé à la maison d'édition qu'on la crée, enfin qu'on la fasse pénétrer au collège. Et ce qui n'était absolument pas dans les programmes. J'ai proposé qu'on la fasse rentrer dans les manuels de collège pour inciter les collègues à rentrer dans cette démarche d'étude de cas en géographie. La maison d'édition m'a dit, proposez-nous 2-3 maquettes, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Ils ont vu ça, ils m'ont dit, stop, c'est fini, on arrête tout. On fait du classique, voilà. C'était hors de question, parce que dans leur logique,
C'était une prise de risque absolument inconsidérée et avec la crainte de ne pas vendre du tout de manuel, avec des collègues qui auraient été déboussolés en disant mais qu'est-ce que c'est que cette logique-là, on ne fait jamais ça en classe. Enfin, oui. Je vais peut-être terminer. C'est bon pour le temps, Tania? Ouais. Je vais peut-être terminer sur un dernier problème, un dernier paradoxe. C'est finalement, quand moi je vais dans les classes, ce que je vois, c'est finalement, au total, par rapport à l'investissement que constitue la création et la rédaction de manuels scolaires, j'en vois un usage très très réduit dans les classes. Très réduit. Finalement, ce que je vois le plus dans les classes, c'est les photocopies. Les collègues utilisent beaucoup les photocopies, comme l'a dit très bien Sébastien tout à l'heure, ils vont picorer, à droite, à gauche, ils prennent des documents, à droite, à gauche, le document qui leur paraît meilleur que celui qui est dans le manuel, et on voit beaucoup de photocopies dans les classes, et pas tellement d'usage du manuel, de façon vraiment très très ponctuelle. C'est compliqué, parce que quand on regarde comment ils sont choisis, ces manuels, ils sont choisis par les professeurs, et ils sont choisis, moi je dirais, dans des conditions... comment est-ce qu'on pourrait dire, un petit peu précipité, pour rester dans la sobriété, un petit peu précipité. Les manuels vont arriver dans les établissements au mois de mai, comme l'a dit Sébastien. Au mois de mai, c'est la fin de l'année. Tout le monde est très très fatigué. On reçoit dans les casiers 6, 7, 8 manuels en même temps. Il faut qu'on les regarde, il faut qu'on les choisisse. La plupart du temps, comment ils sont choisis? Au mieux, les collègues regardent précisément un chapitre qu'ils connaissent bien et regardent un peu comment est fait le chapitre. N'oubliez pas que souvent ces manuels scolaires sont proposés pour des nouveaux programmes que les professeurs n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre. Les manuels de terminale vont arriver au mois de mai, le programme de terminale sera à mettre en œuvre à partir du mois de septembre. Donc, les collègues doivent choisir des manuels concernant des programmes qu'ils ne connaissent pas, en tout cas qu'ils n'ont jamais mis en œuvre. Donc on feuillette le manuel, on regarde un peu, éventuellement on regarde 1 ou 2 chapitres en détail, des chapitres qu'on a l'habitude de faire et qu'on connaît bien, on regarde comment c'est fait, et souvent en fait, c'est finalement un peu, comment on peut dire, l'attrait esthétique et visuel du manuel qui l'emporte très très largement dans le choix du manuel. Les maisons d'édition ne se trompent pas, hein. Elles soignent particulièrement l'iconographie. Je reviens à mon point de départ, les manuels sont très très beaux en France. Ils sont une iconographie extrêmement soignée. Il y a des iconographes chargés de choisir les photos les plus belles, les documents les plus beaux, entre différents documents qui peuvent présenter un intérêt historique. On va prendre celui qui a le caractère le plus attrayant, le plus séduisant, hein, c'est très très clair. Et donc, les manuels sont un peu choisis de cette manière-là. Et finalement, après à l'usage, quand on met le programme en œuvre, quand on utilise le manuel dans l'année, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours ce qu'on en espérait, ou que le choix n'a pas été forcément très pertinent, et finalement il y a un usage assez peu développé du manuel dans les classes. Alors pour terminer, juste peut-être deux éléments de conclusion. Moi je dirais que pour que le manuel fasse vraiment son œuvre dans les classes, soit vraiment un élément intéressant et comment dire, bien exploité, je pense qu'il faudrait 2 choses. La première, c'est qu'il faudrait que, mais je ne vois pas très très bien comment, il faudrait que, d'un point de vue culturel, pour les professeurs, le manuel scolaire cesse d'être un prescripteur, mais soit pensé comme un outil au service du professeur. Je construis, je me sers de l'outil au moment où j'en ai besoin, d'accord, mais je ne vais pas commencer par regarder le manuel comme prescripteur, et ensuite je construis. Moi je dis partout dans l'académie, le professeur c'est un concepteur, c'est pas un exécutant. Et je pense aussi à l'égard des manuels. La deuxième chose, je pense, qui serait à travailler, c'est qu'on fasse travailler les élèves avec le manuel vraiment. Par exemple, ce que je vois jamais dans les classes, un professeur qui dirait aux élèves, vous avez un glossaire, travaillez sur le glossaire, vous avez un recueil de cartes à la fin, vous irez chercher dans les cartes, ou vous irez chercher dans le manuel où sont les cartes. D'accord ? Je traite ce point-là en classe. Vous avez des pages qui sont rédigées par les auteurs. Vous rédigerez à la suite de ce qu'on a fait en classe un petit résumé qui viendra compléter qu'on utilise le manuel comme un outil, un livre. Comme un livre. Comme un livre auquel on apprend aux élèves à l'exploiter, à l'utiliser. On le voit très très peu dans les classes.
Merci beaucoup Philippe pour cette approche pédagogique du manuel scolaire. Donc je vais laisser la parole à Pierre Boutan qui va aborder l'histoire des manuels scolaires et puis peut-être nous parler très rapidement de son dernier ouvrage. Oui, heureusement que Philippe Guizard a évoqué le problème que pose le rapport entre les manuels et l'argent, y compris d'ailleurs du point de vue de la rétribution des auteurs. Mais au fond, c'est pas très extraordinaire. Les manuels scolaires, c'est un monde, c'est notre monde. Et il rend compte de ce monde, et évidemment, il change en fonction des étapes historiques. C'est ce qui explique que c'est toujours très intéressant de prendre ce recul. Un recul dans l'histoire, voir comment ont fonctionné les manuels scolaires. Ils ne fonctionnent plus aujourd'hui de la même manière, à cause tout simplement du numérique. C'est devenu ça change. Dans un premier temps, le numérique a reproduit les manuels scolaires, et puis maintenant, il est en train de s'apercevoir, ou plutôt, les besoins ont abouti à ce qu'il y ait des changements dans ce domaine. Alors, sur le fait que l'argent fait partie de la réflexion, je vous rappelle simplement qu'en France, il n'y a plus que 2 grands groupes d'édition. 2. L'un, les presses de la Cité, l'autre, Lagardère. Lagardère, ça vous dit quelque chose? Ben oui, c'est lui qui a acheté Hachette. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne ça en compte. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on a plusieurs éditeurs? Et alors, vous n'êtes pas aperçu que vous avez plusieurs marques de poudre à laver? C'est pourtant le même producteur. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'on ait ça aussi dans l'arrière-plan. Parce que c'est des contradictions de notre monde. J'ajoute quand même que ça a un avantage. Hein. Il n'y a pas de manuel officiel en France. Il n'y en a plus. Il y en a eu. Voilà, donc c'est un des avantages. Et dans d'autres pays, évidemment, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit que là aussi, il y a des différences. Et pas simplement liées à l'histoire, l'histoire, il y a aussi la tradition. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous l'avez compris, l'histoire, ça concerne tout le monde. On peut faire l'histoire de tout, y compris de l'enseignement du français. C'est ma spécialité, de départ. Voilà. Et j'ajoute que ça donne davantage de matière. Ce n'est pas à vous que je vais raconter que les horaires d'histoire et de géographie, c'est pas terrible dans un certain nombre de situations de classe. Voilà. Sur le reste, évidemment, l'avantage d'un universitaire comme moi, mais j'ai aussi enseigné dans le secondaire, hein, et surtout en formation des maîtres, c'est on a une parole en principe plus libre. Je dis en principe parce que les conditions dans lesquelles évolue l'enseignement supérieur aboutissent aussi à des contraintes liées au fonctionnement et au coût. Hein. Voilà. Je passe là-dessus, l'actualité le démontre sans peine. Et par conséquent, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est tout dans le manuel. Le savoir savant, le rapport avec le savoir scolaire, on en a déjà parlé, et le savoir enseigné. Les trois ne se confondent pas. Et l'idée selon laquelle il doit y avoir un rapport entre le savoir savant et le savoir scolaire, il ne faut pas croire qu'elle est si récente que ça. Hein. Et elle est mise en question d'ailleurs. Elle est mise en question régulièrement. Je voudrais citer un seul exemple. Tout le monde connaît le Petit Lavis, l'histoire de France de Lavis. Mais vous ne l'ignorez pas, enfin si vous ne le savez pas, je crois que ça existe encore. Allez dans les librairies de gare, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a réécrit le Petit Lavis en ajoutant des chapitres sur aujourd'hui, considérant que c'était un modèle indépassable. Bon, d'accord, il a modifié ou effacé le chapitre de la fameuse histoire du coup d'éventail, hein, dont chacun sait qu'elle est fausse aujourd'hui. Voilà. C'est une invention. En plus de ça, passons sur les conditions dans lesquelles le consul de France, qui était un arriviste et quelqu'un d'assez pourri, a réglé les problèmes. Bon, je passe là-dessus. Donc, on est face à une situation de cette nature pour essayer de comprendre comment les choses se passent. Et le regard historique, comme la différence géographique, permet de faire des choses dans ce domaine-là. Vous savez qu'on a essayé de faire un manuel commun à tous les pays de la Méditerranée? Non. Et bien pourtant, on a essayé. Et au bout du compte, on a réussi à en faire un. Mais pour les enseignants. Il est paru d'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'est pas paru chez Nathan, je ne sais plus.
Voilà. Donc, vous avez remarqué aussi qu'il y a une tendance à essayer de faire des manuels communs, le manuel franco-allemand, mais il y en a d'autres. Par exemple, on a essayé de faire un manuel commun sur les pays de la mer Noire. Bon, c'est pas forcément évident quand même, hein. Voilà. Eh bien si, on a essayé. Ou sur les pays de la Baltique. Ben si, on a essayé. Bon, ils ont été faits en anglais, hein. Mais bon, voilà. Donc, tout cet arrière-plan, il est nécessaire de l'avoir pour comprendre que l'histoire, ça intéresse tout le monde. Je remarque au passage qu'on a très peu parlé de géographie, hein. Peut-être parce qu'il y a moins de manuels utilisés, je ne sais pas. Enfin, certains me disent que oui, qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de manuels qui sont utilisés en géographie. Bon, passons là-dessus. Donc ce regard en arrière permet évidemment de répondre, comme quelqu'un l'a dit, plusieurs l'ont dit déjà, de mettre en relation avec la réalité concrète. Par exemple, l'enseignement en Algérie. On dit, ah oui, on leur a appris nos ancêtres les Gaulois. Je peux vous citer 20 manuels faits à l'époque de la colonisation qui prennent en compte l'histoire de l'Algérie. De la même manière sur les histoires locales. Depuis 1911, vous avez eu pratiquement, dans presque toutes les régions, presque tous les départements, une histoire locale. Voilà, donc tout ceci, ça permet, cette distance historique permet de le voir. Et j'ajouterai un dernier mot, puisqu'il faut vous laisser la parole. Bien sûr, nous essayons de produire des choses aux amis de la mémoire pédagogique. Alors je ne voudrais pas donner l'impression de faire le coucou dans une association qui a besoin de renfort, hein. Mais cette association, elle n'est pas évidemment en dehors. Nous avons tous les 2 ans, en alternance, un colloque sur l'histoire des manuels scolaires, sur les manuels scolaires en général, et puis un autre colloque sur une question particulière liée à l'actualité le plus souvent, qui se fait à Pierreville avec les archives départementales. Voilà, je dis ça au passage. Il y a ici quelques exemplaires de ces ouvrages, dont la collection que dirige Michel Verdeillan. Il y avait plusieurs exemplaires, je sais pas moi, sur les Juifs dans les manuels scolaires, sur les leçons, on l'a évoqué tout à l'heure, leçons du temps colonial dans les manuels scolaires, sur 50 ans de guerre froide dans les manuels scolaires. Voilà, donc tout ceci, je vais en tenir là, sinon vous allez croire que moi aussi je veux vendre. C'est pas absolument faux, mais enfin je veux surtout vous indiquer que nous existons. Voilà, j'ajoute que bien sûr il y a aussi des souvenirs d'instituteurs en particulier, et puis des livres sur les questions de langue. Michel Lafon par exemple a fait une thèse sur comment ça se fait qu'on a fait disparaître l'usage courant de la langue patrimoniale, en particulier la langue d'oc, et là évidemment dans le cas de l'Aveyron, avec de nombreux témoignages. Tout ceci vous montre bien que nous n'en avons jamais fini. Nous n'en aurons jamais fini avec les manuels scolaires ou ce qui les remplacera, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boutin. Donc là, je vais vous laisser la parole, si vous souhaitez poser des questions, demander des éclaircissements. Alors j'avais vu une vieille enquête qui avait été faite, alors c'est très bien, c'est sous Giscard, sur tous les lycéens. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de répondants, sur toutes les matières, sur les maths, la physique, et sur l'histoire, ce qu'il avait demandé, c'était de voir comment on faisait l'histoire, comment on la fabriquait. Donc dans ce cas-là, là vous semblez dire que c'était impossible de parler d'historiographie. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mettre une petite dose d'historiographie simplifiée en fait? Il y a des chapitres qui s'y prêtaient très très bien en classe de terminale. Pour la dernière année cette année, il y a un chapitre sur les mémoires, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, qui se prêtait très très bien à ce genre de réflexion. Malheureusement, à mon sens, trop isolé dans l'ensemble des programmes. Mais après tout, je pense que ce serait, et c'est aussi de la liberté du professeur, à un moment donné, de dire dans sa classe, de s'interroger avec les élèves de comment est-ce qu'on connaît tel événement historique et comment sa connaissance a pu varier, a pu avoir elle-même une histoire, comment cette connaissance a pu varier dans le temps, à condition que ce soit compréhensible et appréhendable par les élèves. Donc
faut faire les choses de façon, adaptée à l'âge du public scolaire qu'on a en face de soi, mais c'est des choses qui sont possibles. Après, pour les manuels scolaires eux-mêmes, je pense, voilà, ce genre de choses, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais si c'était ce genre d'éléments sur comment on fabrique l'histoire qui apparaissait dans les manuels scolaires, je suis sûr que ce serait un peu déroutant par les collègues. Non, Sébastien ? Alors, la question de l'historiographie, c'est évidemment très important, j'en ai parlé. Moi, je pense effectivement, d'abord, ça dépend des objets d'études, il y a certains objets d'études qui s'y prêtent très bien. Moi, je pars du principe que les enseignants sont des professionnels. Je pars du principe que les enseignants ont eu des concours sélectifs et difficiles. Je pars du principe que ce sont des gens consciencieux, que ce sont des gens qui lisent, et qu'ils font donc des choix, et que ces choix, ils les font en conscience, en tout cas en conscience professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, il y a différentes manières de présenter la Première Guerre mondiale. Il y a quelques années, il y avait la fameuse culture de guerre qui est arrivée, qui, dans les années 90, c'était une école qu'on appelle traditionnellement l'école de Péronne, qui a été un peu hégémonique dans la manière de dire l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la raconter. Très sincèrement, aujourd'hui, quand on ouvre les manuels scolaires, on se rend compte que nous n'en sommes plus là, et heureusement, parce que nous sommes capables, effectivement, nous, d'avoir lu aussi d'autres choses. Et je pense que si nous sommes capables de le faire, parce que nous, c'est qui ? Ce sont des collègues qui font les manuels scolaires. Donc si ces collègues sont capables d'avoir lu différents ouvrages et d'essayer d'en proposer une synthèse qui soit justement, je dirais, équilibrée, et qui donne la voix à différentes écoles historiographiques, je pense qu'un enseignant peut tout à fait le faire, évidemment, adapté au niveau qui sera le sien. C'est-à-dire, on ne fera pas, sans doute pas la même chose en terminale que celle qu'on fera en seconde et celle qu'on fera au collège, mais je pense que, oui, la question historiographique, elle est tout à fait importante. Quant à la question de comment on fait l'histoire, oui, ça je pense que dans les manuels scolaires, c'est même... je pense même que ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire montrer que l'histoire est un travail sur la source, comme je l'ai dit tout à l'heure, que non seulement c'est un travail sur la source, mais c'est un travail sur les sources, qu'il faut les croiser, et que c'est en croisant que l'on va réussir à administrer une preuve et donc un discours qui soit fondé. Et c'est évidemment toute la différence entre l'histoire comme science et le discours et le roman, par exemple, qui peut avoir une utilité. Le roman, on le sait très bien, l'histoire n'appartient pas qu'aux historiens, et le roman est extrêmement utile. Les romanciers sont capables de nous dire beaucoup de choses sur l'histoire. Voilà. Mais quand on fait l'histoire, on ne fait pas non plus de roman. Et on peut utiliser évidemment le roman aussi comme source, et ça fait aussi partie, on en trouve d'ailleurs dans beaucoup d'ouvrages. Donc oui, je pense que la question de l'histoire et de son débat, elle doit faire partie et des manuels et de la pratique pédagogique, bien sûr. Une autre question ? Oui. Oui, j'aimerais savoir s'il y a une mesure d'impact quelque part auprès des élèves, auprès des récepteurs. Le point de départ, j'ai vu qu'il y avait des programmes, j'ai trouvé très très intéressant la question de fabrication des manuels, et puis on s'aperçoit qu'ils sont plus ou moins utilisés, mais que le professeur, dans toute sa conscience professionnelle, fait autre chose. Est-ce qu'on a une mesure d'impact sur ce qui est reçu par les élèves ? Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont capté par rapport à des pays où il n'y a plus d'histoire ? Excusez-moi, j'ai obligé de me présenter. Je ne suis pas professeur d'histoire géo, c'est juste une passion. C'est-à-dire que ça ne se limite pas au manuel. Non, bien sûr. Le manuel, c'est un outil utilisé pendant le cours. Bon. Ce qu'on construit au collège et au lycée, c'est une culture générale. Donc, si on raisonne comme ça, toujours dans cette accumulation, on se trompe. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas ignorer? Ça me semble très important. Et à ce moment-là, les enseignants auront moins d'objets d'études, et au lieu d'avoir 5 ou 6 heures, ils en auront 12. Et en 12 heures, ils auront largement le temps, et là, pour le coup, peut-être de laisser une empreinte plus importante. Moi, ce que je reproche le plus au programme d'aujourd'hui, c'est pas leur contenu
C'est pas qu'ils soient biaisés idéologiquement, ça j'y crois pas du tout. Hein. On a des programmes qui ont été faits à toutes les époques, qui sont vus, revus par différents corps. Moi, on va pas sombrer dans une sorte de discours un petit peu sur le complot, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont excessivement lourds. Ils sont excessivement lourds et qu'on est dans le zapping. On est dans le zapping. Et là, je pense que du coup, c'est contradictoire avec l'objectif qu'ils en retirent quelque chose et qu'il y ait un impact comme vous en parlez. Moi, j'avais une question, justement. Ah oui, pardon. Donc, juste une petite réflexion pour continuer sur ce qu'a dit Sébastien et pour finir de répondre à votre question. Je pense qu'il y a deux choses. Qu'est-ce qu'ils retiennent donc de ce que les programmes ont proposé aux élèves d'étudier, et puis qu'est-ce qu'ils retiennent des manuels. Alors pour ce qui est des programmes, je voudrais vous donner un exemple précis. Avec la réforme du lycée, là, vous pouvez faire l'histoire-géographie de deux manières. Vous avez le tronc commun, histoire-géographie, par exemple le chapitre que je vous ai présenté là, tout à l'heure. Et puis vous avez aussi un enseignement de spécialité qui n'est pas limitatif à l'histoire-géographie, puisque ça s'appelle histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Et là, l'architecture de ces deux programmes, elle est complètement différente. Vous en avez une architecture qui est cumulative, comme a très bien expliqué Sébastien, le programme de tronc commun, celui que je vous ai montré, et là, c'est la course à l'échalote. Il faut vite faire telle question, et puis ensuite telle autre question, à chaque fois évaluation comprise. Voilà. Et puis de l'autre, vous avez un enseignement de spécialité qui propose 5 grandes notions à étudier sur l'année, avec chacune de ces notions, chacune de ces notions doit être étudiée à travers différents prismes, un prisme historique, un prisme géographique, un prisme avec une approche de géopolitique et une approche de sciences politiques. Vous avez démocratie, entrée à Toussaint, vous avez puissance, Toussaint-Noël, vous avez frontières, de Noël à février, et puis ensuite vous terminez avec les médias, et puis à la fin de l'année, les religions. Voilà. Et là, je peux vous garantir qu'avec cette approche-là, alors certes, là aussi, vous avez des... Alors, pour vous aider les élèves, ils appellent plus ça les points de passage, ils appellent ça les jalons. Voilà, mais bon, peu importe, c'est juste histoire de nom. Là aussi, vous avez des jalons, mais au bout du compte, vu que l'objet d'étude, c'est une notion, ces notions-là, j'en suis certain, elles vont rester ancrées dans l'esprit des élèves, parce que le prof, au bout du compte, il a une grande liberté de traitement et il peut tourner autour pendant longtemps. Et on peut avoir différentes approches, on peut travailler les méthodes de travail, on peut travailler sur l'historiographie, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment différent. Donc vraiment la question des programmes. Ensuite, sur la question des manuels, ça dépend vraiment. Alors, il y a un gros souci quand même aussi. Philippe Guizard l'a évoqué tout à l'heure. Le gros souci, c'est le choix des manuels. Le choix des manuels, c'est quand même incroyable. C'est un choix décisif qui nous engage pour de longues années, parce qu'après, c'est plusieurs générations d'élèves qui vont l'avoir dans les manuels. C'est un choix décisif, et puis vous le faites dans l'urgence, vous êtes fatigué, vous devez surveiller le bac, corriger le bac, faire les bulletins, vous occuper des orientations de vos élèves, des réorientations, etc., etc. Bref, vous n'avez pas le temps. Vous avez alors là, en plus, vous avez vu que, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais en tout cas, là, par exemple, à la fin du printemps dernier, il n'y a pas qu'un seul programme qui a changé. Il y a eu le nouveau programme de seconde, programme donc histoire et géographie, bien évidemment, première tronc commun, histoire et géographie, programme de histoire géopolitique, sciences politiques, programme de première technologique. Voilà. Vous rajoutez ça, vous multipliez ça par chaque bouquin, histoire d'un côté, géographie de l'autre, par une petite dizaine d'éditeurs, et nos casiers ne suffisaient absolument pas pour... voilà. Donc vous voyez, le choix est absolument impossible à faire, d'autant plus que le programme, on ne le maîtrisait pas du tout. Alors vous avez beau lire un peu le programme, voilà, la philosophie même du programme, pour rentrer dans le programme, ça nécessite vraiment de rentrer dedans. Donc au bout du compte, dans l'idéal, le manuel, il faudrait le choisir l'année N+1.
Sauf que vous pouvez pas, parce que vous pouvez pas commander un autre manuel, voilà, ou faire, enfin voilà. Donc l'idéal, ça serait ça. Alors, ce qui peut changer en partie les choses, même si je suis assez nuancé de ce côté-là, ce qui peut changer en partie les choses, c'est la question du numérique. C'est qu'un manuel numérique, vous pouvez prendre une licence 1 an, tester, et puis après, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a la question de ce qu'est le manuel pour l'enseignant. Du coup, le manuel, c'est qu'un outil. Les élèves ne peuvent pas retenir tout ce qu'il y a dans le manuel, c'est qu'un outil. Et enfin, moi, ce que j'aime prendre, c'est un document, 2 documents maxi. La plupart des études de documents dans les manuels, c'est en gros 4-5 documents, des fois 6, mais c'est en gros 4-5. Moi, en classe, sur 1 heure de cours, quand je travaille sur des documents précisément, j'aime bien prendre 1 ou 2 documents maxi, mais au moins on rentre en profondeur, on leur donne du sens, on tire la réflexion par une multitude de prismes. Voilà, donc au bout du compte, qu'est-ce qu'on doit retenir du manuel? Je vais vous dire, si on ne retient pas tout du manuel, c'est pas grave, mais si on retient par exemple 1 document par chapitre ou 2 documents par chapitre, mais qui nous ont marqué parce que justement on a pu faire sens, là ça peut être intéressant. Mais après, voilà, la question de la mesure, après c'est compliqué. Alors justement, je rebondis sur ce que vient de dire Vivien. Moi j'avais une question à propos de la version numérique des manuels papier. Donc finalement, quels sont les apports supplémentaires par rapport à la version papier? Quelles sont les contraintes qui peuvent se poser aux enseignants concrètement lorsqu'ils font leurs cours? Alors sur la question du manuel, je peux commencer par répondre. Je compléterai, puis après je dirai par rapport à la pratique enseignante. Oui, tout à fait. Alors effectivement, le numérique change la donne, hein, incontestablement. Alors il change la donne, en même temps, voilà, je crois que aujourd'hui, c'est compliqué cette affaire de numérique. Les éditeurs produisent des manuels numériques, ils savent très bien le faire, et il n'y a aucun problème. Je ne suis pas persuadé qu'ils soient d'abord forcément toujours convaincus, et moi comme directeur de collection, je ne suis pas convaincu qu'il faille aller vers le tout numérique, loin de là. Et ce que je vois en revanche, c'est que ceux qui nous poussent aujourd'hui au numérique, soyons clairs, hein, ce sont les décideurs publics. Ce sont les décideurs publics. Alors, je veux bien qu'il y ait la pression du marché, que les manuels soient destinés à être vendus, mais qui aujourd'hui décide que la région Grand Est passe au tout numérique? Ce sont les éditeurs scolaires, c'est pas du tout les éditeurs scolaires. Qui décide aujourd'hui en région Île-de-France que ce sera le passage au tout numérique? C'est pas les éditeurs scolaires, c'est bien l'autorité publique, c'est-à-dire la région, puisque c'est elle, in fine, qui paye. Voilà. Bien sûr, mais en plus avec un raisonnement qui est faux, en pensant qu'ils font des économies, ce qui est complètement faux, parce que d'abord il va falloir pour la région mettre à niveau d'équipement tous les établissements scolaires, et c'est très compliqué. Et aujourd'hui il y a beaucoup d'équipes pédagogiques, il faut bien le savoir, qui sont en grande souffrance dans le Grand Est et en Île-de-France, parce qu'ils n'ont pas notamment le support Wi-Fi suffisamment robuste. Vous imaginez une classe de 35, aujourd'hui on est à 35-37, il faut être clair, hein, en seconde. Tout le monde va ouvrir sa tablette ou son ordinateur en même temps, tout le monde va se connecter sur le Wi-Fi, vous multipliez ça par 15 classes de seconde, mais c'est une blague, donc ça ne marche pas. Et donc là, on est effectivement face à un véritable problème. C'est pour ça que les éditeurs tiennent effectivement à une double offre. L'offre papier qui me semble fondamentale, et je dirais elle est d'autant plus fondamentale que le manuel scolaire dans beaucoup de familles est le seul livre qui existe. Il faut aussi en avoir conscience. C'est-à-dire que là aussi, je veux bien hein, on sent en filigrane qu'on pourrait se passer des manuels scolaires, bien évidemment. Mais n'oublions pas que pour beaucoup de familles, c'est le seul livre. Il y a des familles qui il n'y a pas de livre d'histoire. Et je ne parle pas que d'histoire, ou de livres de SVT, etc. Donc je pense que ça aussi, c'est une dimension qu'il faut avoir en tête. Hein, et que maintenir le livre papier, c'est fondamental. Donc pour répondre à la question, on peut tout à fait faire des manuels numériques, il n'y a aucun problème. En quoi est-ce qu'ils sont plus riches? Bah, évidemment, ils offrent ce que le numérique offre, c'est-à-dire on peut mettre de l'audio, on peut mettre de la vidéo. Aujourd'hui, par exemple, on peut tout à fait,
on peut pas dire que ce soit négatif, hein. On fait un cours sur, je sais pas moi, sur la Ve République, sur le général de Gaulle, ben, vous avez dans le manuel numérique un extrait très court de 2 minutes d'une de ces allocutions, de ces fameuses conférences de presse et qui vont permettre aux professeurs de rebondir, de travailler sur la manière dont c'est mis en scène, dont la monarchie présidentielle se met en scène. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, c'est un plus, c'est un enrichissement. On sait le faire, on le propose. Mais je pense que collectivement, nous devrions avoir plutôt une réflexion sur est-ce que c'est là que nous voulons aller. Ça me semble un petit peu plus important. Après, Vivien, tu peux, voilà, quelle pratique on en a en cours, ça c'est autre chose. Oui, alors moi je suis un petit peu donc du même avis, assez mesuré sur le passage au tout numérique. Moi je reste attaché au support papier, non pas par conservatisme ou par idéologie réactionnaire. C'est déjà pour des questions pratiques. Hein, certes, nous, dans le lycée de la région, il y a l'ordi région, mais moi, j'ai jamais réussi, même avec des bonnes classes, c'est vrai que des élèves consciencieux, etc., à faire venir tous les élèves avec leur ordi en état de marche, chargé. Bon, évidemment, il n'y a pas de prise de prise électrique pour tous les ordis dans toutes les salles, voilà. Donc, voilà, c'est déjà que c'est en gros, les professeurs ont pu se plaindre à une époque, c'était compliqué de faire amener le livre scolaire par leurs élèves, mais au bout du compte, c'est très facile par rapport à l'ordi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est le côté... le côté pratique qui pose problème. La deuxième chose, c'est que c'est le support numérique. Bon, après, moi, je ne suis pas spécialiste des sciences cognitives et compagnie, mais voilà, il y a le support écrit permet de poser le regard, permet de poser la réflexion de manière plus importante que le numérique. Bon, par contre, là où le numérique peut avoir des apports importants, à mon sens, c'est dans la manière des élèves de travailler à côté, ou en plus, ou pour enrichir le cours. Parce qu'au bout du compte, nous, enfin, en tout cas moi, je fais travailler les élèves en classe de manière régulière sur le manuel, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Par contre, ils s'en servent assez peu, de manière insuffisante à mon goût, pour réviser, pour travailler à côté, etc. Et ils préfèrent aller voir sur YouTube les bons profs, des vidéos de qualité, on va dire, inégale, hein, qui vont résumer des cours. Voilà. Et ils vont apprendre ça. Voilà. Donc pour eux, c'est des nouvelles manières. Pourquoi pas, hein, c'est une nouvelle manière d'apprendre, de synthétiser, également d'organiser une pensée, etc. Et je pense, enfin, en tout cas, là, nous, c'est ce vers quoi on essaye d'aller, c'est-à-dire on essaie d'aller plutôt vers voilà, ces contenus qui essayent d'enrichir ce travail après la classe ou autour de la classe ou même avant le temps en classe, et un contenu pour lequel on essaiera d'amener la même rigueur que ce qu'on avait mis à l'écrit, et une rigueur que vous ne trouvez pas partout sur Internet, surtout quand vous êtes un ado et que vous avez du mal à identifier telle ou telle source. Juste trois petites nuances par rapport à tes propos, Sébastien. Sur le maintien de la version papier du livre, je pense que les maisons d'édition, enfin peut-être tu le sais mieux que moi, mais les maisons d'édition, je crois qu'ils sont attachés parce que c'est lucratif. Oui. Alors là, ça c'est faux. Alors là excuse-moi, mais c'est faux. Le numérique se vend au même prix. C'est-à-dire que si on nous demandait de faire du tout numérique, on le ferait et on le vendrait au prix pour que ce soit rémunérateur pour la maison. Donc il n'y a aucune affaire. Aucune. Alors, deuxième nuance, c'est que je pense qu'il faut distinguer le collège du lycée. Au lycée, les régions ont décidé qu'elles prenaient en charge l'achat des manuels. Mais au collège, c'est pas le cas. Les départements ne paient pas. Les manuels sont achetés sur les crédits pédagogiques donnés à l'établissement. Donc comme ces crédits sont toujours maigres, ce dont on s'aperçoit, c'est que le professeur, on va acheter un jeu de manuel pour 3-4 classes,
D'accord ? Pour 3-4 classes de 4e, c'est le même manuel qui reste en classe. Et le professeur le sort à chaque début d'heure et le renferme dans l'armoire au fond de la classe à la fin de l'heure. Donc il n'y a pas de manuel qui rentre à la maison, et le manuel reste dans la classe. Rentrerait-il à la maison ? Ce que je trouve dommage, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, on n'invite pas les élèves à l'utiliser comme un livre. On l'utilise en disant vous irez regarder le document 3, page 52, vous répondrez aux 3-4 questions, soit à l'issue du cours, soit pour préparer le cours, mais on ne dit jamais aux élèves vous débrouillerez, vous irez chercher dans le manuel, il y a des endroits où on vous donne des informations sur des cartes, il y a des endroits où on vous donne des informations sur ci, sur cela, vous feuilleterez, vous irez chercher, vous répondrez d'abord, vous direz où vous avez trouvé dans le manuel, on leur apprend jamais à se servir du manuel comme un livre. Et donc on leur apprend pas l'usage du livre, on leur apprend à regarder le document 7, page 52, ce qui n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Alors, oui. Peut-être une dernière question, mais très rapide. Non, juste 2 observations. Je vous en prie. Mon petit-fils est rentré en 6e, il arrive à la maison, il me dit « Ouais, j'ai les devoirs de maths à faire. » Bon, très bien. Je regarde, mais viens, passe-moi ton ordinateur. Les cours et les exercices sont dans l'ordinateur. Il a révisé sur les volcans. Ah, oui, mais prends le monde de Jamy. Et il a le monde de Jamy, les différents types de volcans, etc., en géographie. Et il n'y a pas de livre. Alors, je me demande, c'est un 6e, je me demande si, dans une évolution future, quand il sera en terminale, c'est-à-dire avoir 27 ans, il le saura. Voilà. Et deuxième observation, puisque Pierre a parlé de l'occitan, des langues régionales, etc., parce que j'ai fait une enquête là-dessus pour la thèse, on ne parle pas des langues régionales dans les livres d'histoire ou très peu. Souvent pas du tout. Hormis l'abbé Grégoire sur la Révolution, qui a posé quelques questions, et encore, on n'en parle pas toujours. Hormis Duruy, qui à un moment, ministre, a fait un moyen questionnaire où il a été répondu, ou pas été répondu, mais après c'est tout. Et je me demande si en 1907, quand il y a eu les mouvements de viticulteurs ici à Montpellier, s'il n'y avait pas grand monde qui parlait occitan. Je pense que c'était 95% des gens. Eh oui. Alors, je pose la question, comment se fait-il que cette question ne soit pas traitée? Eh bien, la réponse sera, ça ne permettra de conclure et c'est parfait parce que la boucle sera bouclée. Je dirais juste que ça n'est pas dans les livres parce que ce n'est pas dans les programmes. Voilà, merci, en tout cas un grand merci à vous d'avoir assisté à notre premier café histoire à PHG Languedoc-Roussillon à Montpellier, et puis un grand merci également à nos 4 intervenants de la richesse de leur expertise et de la richesse également de nos échanges. Merci à tous et merci au Gazette Café. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG www.apag.fr.